Yo! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rox. Avant de rentrer dans le propos d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que la semaine dernière, j'ai launché mon super compte TikTok. Ben oui, je suis arrivée en 2022 finalement. Bon, à date, j'en ai un posté, là. C'était supposé être quelque chose de plus fréquent, mais regarde, je manque de temps pour vivre ces temps-ci. Ça fait qu'on fait des choix. Mais restez à l'affût car sur mon compte TikTok, ça risque d'être probablement la plateforme sur laquelle je poste le plus de trucs quand je vais me mettre à avoir une vie. Puis la saison estivale va être remplie de frivolités que j'aimerais vous partager. Ça fait que allez vous abonner. Sur ce, vous m'entendez souvent dire dans mes vidéos comment c'est important pour moi que vous lisiez tous les paratextes de vos romans obligatoires. Qu'est-ce que c'est un paratexte? Ce sont ces ajouts au texte principal que beaucoup de gens vont skipper, que beaucoup de monde considère inutiles et ne lisent pas. Par exemple, la préface, les appendices, la chronologie. Si ces affaires-là sont là, c'est parce qu'elles ont une fonction, une utilité. Mais peut-être que vous les lisez pas juste parce que vous avez aucune idée de en quoi sont pertinents. Alors, je vais vous en faire une petite vidéo explicative sur comment vos paratextes peuvent venir vous aider dans votre compréhension d'un texte. C'est parti! L'analyse préliminaire du titre, du sous-titre, de l'auteur, de la quatrième de couverture, de la page couverture, la citation, de l'épitaphe, même des remerciements. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle la base du livre, tu sais, ces éléments de base qui ne font pas partie du texte. Parce que techniquement, quand on analyse ces affaires-là, on n'a pas encore touché au contenu. Tout ça, c'est ce qu'on regarde avant de commencer même l'histoire. On regarde le dessus du livre, on regarde le dos du livre, on feuille un peu à l'intérieur, on voit ce qu'il y a avant, on voit ce qu'il y a après. On n'a pas encore touché au contenu de l'histoire en analysant ces éléments-là. Mais ils ont quand même toujours beaucoup à dire sur l'évolution de l'histoire puis aussi que vous vous en allez avec ce livre-là. Je m'éterniserai pas là-dessus parce que en temps normal, c'est quelque chose que même sans vous en rendre compte, vous faites déjà ou que vous avez déjà appris à faire au primaire. C'est la partie la plus facile du paratexte parce que c'est les plus évidents. On peut pas les sauter comme certains sauteraient une préface, là, tu sais, je veux dire, la page couverture du livre, que tu veux ou que tu veux pas, c'est la première affaire que tu vas voir en regardant ton livre. Ça fait que prends le temps de regarder l'image 2 secondes. Fais ça avec le reste des affaires de base aussi. Bref, si vous savez pas comment vous en aller au tout début du texte, vous êtes pas sûr que l'histoire va vous intéresser, commencez par analyser toute cette base-là, de regarder ce que ça vous dit sur ce qui s'en vient dans votre lecture. Ça peut toujours vous être utile. Donc, comme j'ai dit, je m'éterniserai pas, je vais arrêter ça direct là. Si vous sentez que ce serait pertinent pour vous que j'en fasse vraiment une vidéo complète avec des pistes de réflexion puis des éléments à analyser dans ces premiers éléments de lecture-là, dites-moi-le dans les commentaires. Mais je vais probablement peut-être finir par en faire une anyway. Je vais y aller selon mon plaisir. Un avant-propos, c'est exactement ce que j'ai fait avec l'intro de cette vidéo. C'est une description, une mise en contexte pour inciter le lecteur à s'intéresser au contenu du livre avant même qu'il soit commencé. Ça le prépare. C'est généralement court, ça donne pas de spoilers, mais c'est pas un résumé non plus. Parfois, c'est écrit par l'auteur pour partager une information importante sur la construction de son texte, comment ça l'a challengé émotionnellement, mettons, ou comment il souhaite que son œuvre soit lue. Parfois, ça va être un ami de l'auteur ou un spécialiste qui va dire quelques mots en l'honneur de l'auteur et de son œuvre. En quoi c'est pertinent de lire ça, l'avant-propos? Ça vous donne toujours une clé sur comment percevoir le texte. Comment l'auteur lui-même ou cette personne X qui a écrit l'avant-propos a perçu sa lecture ou sur quoi nous devrions nous concentrer pour la lire. C'est une indication de repère sur ce qui nous attend pendant notre lecture. Donc, à ne pas négliger. Pré, avant, post, après. Ce sont des commentaires de gens X et parfois de l'auteur qui commentent le texte qui va suivre ou qui a précédé. À ne surtout pas confondre avec un prologue ou un épilogue parce que eux, le prologue et l'épilogue, font vraiment partie intégrale du récit. Le mot-clé? Commentaires. Les préfaces et les postfaces, ils servent de plateforme pour commenter l'œuvre. C'est destiné au lecteur pour qu'il soit lu avant sa lecture ou après sa lecture. Ils ne viennent pas systématiquement ensemble et ils ne sont pas interchangeables. La préface se trouve au début du texte pour une raison précise et la postface se trouve à la fin pour une autre raison précise. Dans une postface, on sait que le lecteur, il a terminé sa lecture. On peut donc l'amener à se questionner sur des passages beaucoup plus précis ou adresser des spoilers qu'on se serait abstenu de tenir si ça avait été un texte de préface. En même temps que c'est un spoiler dans un roman classique d'époque. C'est hyper relatif. Un peu comme lorsqu'on spoil Star Wars quand on dit que Darth Vader c'est le père de Luke. Là. Tout le monde sait ça, même ceux qui ont jamais vu Star Wars. C'est rendu de la culture générale. C'est plus un spoiler depuis les années 70. Est-ce qu'on peut dire pareil de la littérature classique? Genre, est-ce que le suicide de Madame Bovary c'est considéré un spoiler?
Sorry si ça l'est pour vous, rip. Est-ce que le fait que dans la préface du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il m'a dit déjà que Jekyll et Mr. Hyde c'était la même personne, ça c'est un spoiler. À certains stades, c'est peut-être même rendu nécessaire de le partager dès le départ, pour le faire comprendre tout de suite au lecteur puis le faire focusser sur des affaires au-delà du récit, au-delà des infos qui sont pas reliées directement à l'intrigue. Bon là je m'égare. On revient. Dans une préface, les commentaires vont servir, et de façon plus longue que l'avant-propos, à analyser l'œuvre et donner le goût au lecteur, de porter attention à certains détails plus que d'autres pendant sa lecture, ou bien de créer une vision d'ensemble sur l'impact que le livre peut avoir eu à l'international, mettons, ou dans son courant littéraire plus spécifique, on va le mettre en contexte, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était quoi le courant littéraire, qu'est-ce que ça impliquait. Alors que dans une postface, on va faire un retour sur ce qui a été dit dans le texte et creuser plus creux les sujets qui ont été abordés, les thèmes. Chose qu'on n'aurait pas fait en préface, comme je l'ai dit tantôt, pour pas brûler des punchs. Alors n'oubliez pas le mot-clé, hein, commentaire, et les commentaires, c'est toujours pertinent pour te former une idée, parce que tu peux, en lisant les commentaires d'une autre personne, te dire « je suis d'accord avec ça » ou au contraire « je ne suis pas d'accord avec ça ». Comment je formule mon analyse maintenant que j'ai lu ça? Les avenues sont toutes possibles. Va savoir si c'est pour ça que ça s'appelle de même. Mais l'appendice d'un livre, ça ressemble un peu à celui qui est dans notre corps. On va faire un peu de biologie. Tu peux vivre sans. Mais si on a besoin de te l'enlever, ça va faire mal en crise. L'appendice d'un texte est une section spécifique d'un livre qui a été ajouté par l'auteur ou la maison d'édition. Souvent, elle faisait pas partie de l'œuvre originale puis elle a été ajoutée plus tard. Après l'impact que peut avoir eu une œuvre pour venir ajouter des précisions, ajouter des points de vue, répondre à des questions. Par exemple, l'appendice dans le livre Si c'est un homme de Primo Levi a été ajouté plusieurs années après sa publication pour répondre à des questions dans l'édition scolaire du livre. Et maintenant, elle fait partie intégrante de l'œuvre et de l'édition qui est publiée pour tout le grand public. Et on ne pourrait jamais penser à l'enlever. Je pourrais pas dire que c'est le cas pour tous les appendices de tous les livres, parce que bien évidemment, je les ai pas tous lus, fait que je peux pas moi savoir s'ils sont tous aussi importants que celles de Primo Levi, ou s'ils ont du moins autant d'importance que celle-là. Mais vous comprenez l'essentiel. Vous saurez pas si l'appendice peut être utile pour vous si vous la lisez pas. Sorry, mais c'est comme ça. J'aurais espéré que je te dise d'autres choses, mais regarde, à un moment donné, hein, je vais pas réinventer la structure de la vie. J'exagère peut-être en disant la structure de la vie, la structure de ta lecture, ou whatever, comment tu veux l'appeler. Écoute, lis-la en diagonale une première fois, au pire. Bon, moi, lis-la. Ou bien lis juste les en-têtes, ou les sous-titres. Pour whatever, juste pour voir si le sujet est pertinent puis peut être utilisé dans une analyse. Mais pensez quand même que si l'auteur puis l'éditeur ont trouvé pertinent de l'ajouter, là, il doit pas avoir une raison précise et une utilité quelconque. Puis ça, c'est valable pour tous les paratextes. Pensez-y bien. Vous trouverez pas de chronologie dans des romans modernes que dans des rééditions de romans d'époque, mais il y a des exceptions. Parce qu'une chronologie, c'est une ligne du temps qui vous permet de mettre en contexte l'œuvre et son contexte historique. Si un roman moderne part d'un événement historique et qu'une ligne du temps est de mise, il y en aura sûrement une chronologie, mais elle sera spécifique à cet événement historique. La chronologie dont je vous parle aujourd'hui, c'est celle qui a été ajoutée au roman publié, genre, bien longtemps, là. Genre, comme dans Ça fait un bout que l'auteur y est mort. Au moins un bon 50, 60, 100 ans en montant. Son œuvre et son impact historique a été étudié depuis longtemps. On a fait le tour plus qu'une fois. Donc, la chronologie va toujours tourner autour d'un livre et de son auteur, sa biographie principalement puis l'évolution de sa carrière, les moments historiques qui s'inscrivent dans son histoire, dans sa biographie, pour mieux comprendre en fait pourquoi un auteur a écrit tel texte à tel moment dans l'histoire, genre, pourquoi ça l'a influencé, etc. Parfois, on va aussi vous partager la publication de d'autres des grandes œuvres de cet auteur-là, ou d'autres œuvres connexes qui ont été publiées dans les mêmes années, sous le même courant littéraire, ou parce que les auteurs étaient amis, des histoires de même, pour vous montrer vraiment l'influence d'une autre littérature ou du courant littéraire. La chronologie, elle est vraiment rarement écrite sous un long texte descriptif, mais est souvent donnée sous forme de pointe à l'année, puis le temps d'année, genre décembre 1824, puis le moment historique qui suit après en descriptif simple, genre naissance de l'auteur. Une ligne du temps claire et précise. Le but, c'est pas de faire une biographie textuelle ou une analyse du contexte historique, mais de donner des repères au lecteur. C'est pour ça qu'elle est dans le livre sur l'évolution de l'œuvre dans son milieu. Elles peuvent être longues de plusieurs pages. Il y a même certaines chronologies qui vont être détaillées beaucoup plus loin que juste la bio puis l'évolution de la carrière d'un auteur, où on y inscrit vraiment toutes les influences, toutes les références historiques, les réécritures, toutes les analyses pertinentes, etc., etc., etc. Est-ce que ça peut s'éterniser? Oui, c'est à vous de cibler ce que vous cherchez et ce qui vous intéresse de connaître. Et si la chronologie est longue, focussez d'abord sur les éléments suivants: la biographie de l'auteur et les grands repères historiques qui touchent directement l'écriture du livre que vous venez de lire.
Quand vous allez voir une bibliographie à la fin d'un livre, c'est rarement des liens qui vont être en relation directe avec ce qu'il y a à l'intérieur du texte, dans le contenu de l'histoire, mais souvent plus des indicatifs sur la recherche qui a été faite pour les annexes, donc tout ce qui a été ajouté après le livre, toute la recherche qui a été faite, les mises en contexte, tout ce qui est dans l'avant-propos, dans la préface, dans la postface, dans l'appendice, bla 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 bla. Ça vous renvoie à des ouvrages d'analyse sur l'œuvre ou son auteur, sur des documents de recherche, des ouvrages de référence en lien avec le contexte historique, d'écriture ou de l'histoire. C'est une mine d'or pour faire des recherches pour vos exposés, vos dissertations, vos analyses personnelles. Ce sont des sources fiables, des études fiables, beaucoup plus que des recherches sur Wikipédia. Fait que le choix y est clair, non? Là, je suis pas en train de vous dire que c'est important de lire chaque notice de la bibliographie puis d'aller toutes les vérifier en profondeur sur les internets ou dans vos bibliothèques. On se calme le pompon. Mais reconnaissez que cette ressource, elle existe et qu'elle est pertinente. Tellement pertinente qu'elle vient en fait faire le point de tous les autres paratextes qu'il y a dans votre livre. La bibliographie vous donne des ressources qui légitiment tout ce qui a pu être dit dans l'avant-propos, la préface, la postface, l'appendice, les notes, tous les documents en annexe. C'est une bibliothèque déjà filtrée pour se concentrer sur l'œuvre et son impact. Allez donc y faire un tour avant de vous perdre dans le World Wide Web. C'est presque de la magie. J'aurais pu vous parler de 1000 autres affaires. Les dossiers, les notes, les documents, préciser le terme annexe. J'ai décidé d'y aller avec des paratextes qui ont déjà été vus dans divers de mes capsules sur ma chaîne, juste pour pas que ce soit trop lourd d'une shot. Si c'est pertinent d'en faire une deuxième vidéo avec plus de descriptions par rapport à différents paratextes aussi que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo-ci, n'hésitez pas à me le partager puis de mettre en commentaire même vos propres ressources ou qu'est-ce que il vous fait struggle un peu quand vous lisez puis que vous dites « Hey, faudrait que j'aille voir ce qui est intéressant dans cette partie-là, mais en même temps, ça fait pas partie de l'histoire, je suis pas sûre que ça m'intéresse, comment je fais pour gérer ça? » Ma tante Rox est là pour t'aider. Alors c'est tout pour cette vidéo, je vous ai mis dans la description encore et toujours mes liens de recherche. N'hésitez pas à partager cette capsule express à vos amis dans le besoin sur vos réseaux sociaux, contactez-moi également sur Facebook et Instagram pour discuter de toutes les affaires que je dis. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous dis merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine.